Les robots sont en train de changer silencieusement notre monde. La bataille entre l'homme et les robots est inévitable? En écoutant ce que j'ai dit, certains me critiqueront peut-être. Si vous mettez des robots partout, alors on ne trouvera plus de travail. C'est commun dans le monde entier. Tous les garçons ont des rêves de robots. En fait, je suis une personne très traditionnelle. Parfois, j'ai peur des hautes technologies. Désolé, cette époque va vous abandonner. Je suis en doctorat au département de biologie de l'Université de Pékin. J'ai des doutes sur les robots. On n'aura plus besoin d'étudier de l'école primaire jusqu'au doctorat. On ne doit pas se considérer comme trop important. Applaudissements pour notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis le présentateur et je m'appelle Sa Bening, bienvenue. Je suis le présentateur Sa Bening. Je suis qui? Tu es un jeune marié. Où est le bouton? Je vais l'éteindre. Je vais t'enlever ta batterie, tu y crois? Je suis un enfant en train d'étudier. Tu crois que je suis un humain? Tu as tort. On est de la même espèce. Je suis sorti de l'usine en mars 1976. Je suis Samson. Je viens spécialement pour t'assister. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je fais le présentateur. Ah, tu m'aides? 2, je fais le jeune marié. Je trouve que tu n'as pas du tout l'air d'un enfant qui étudie. Ça n'est pas peur. Je ne viens pas prendre ton poste. Je viens pour chercher mon papa. Tu ne viens pas prendre mon poste? Tu voles ma vie et maintenant tu cherches ton papa? Allez, applaudissements pour notre invité du jour, le président de l'Alliance chinoise de l'industrie robotique, Xu Dakuei. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il est très drôle. D'abord, je peux parler franchement? Allez-y. Je trouve que son niveau d'intelligence n'est pas aussi surprenant que je l'imaginais. Parce que ce que l'on appelle l'intelligence artificielle Ouais. ou auto-apprentissage du robot n'en est encore qu'à ses débuts, mais peut-être que dans 5 ans, il vous donnera une impression très différente. Ce produit est de quel niveau à peu près? En fait, parmi les robots de service que nous avons développés, il est le plus avancé qui soit déjà lancé sur le marché. Un robot de service? Oui, mais ces robots de service représentent en fait le niveau international dans ce domaine. En fait, le tout dernier modèle que l'on développe s'appuie déjà sur le cloud, donc il peut répondre sans difficulté à beaucoup de vos questions. Mais si vous parlez avec différents accents ou dans une ambiance bruyante, il est difficile pour lui de tout distinguer totalement, surtout quand il y a plusieurs personnes et que tout le monde lui parle en même temps. Savoir qui est son interlocuteur pour l'instant reste encore difficile. Nous, les robots, on est sympa. J'ai apporté un cadeau. Ce sont des bonbons de mariage. Je vous les distribue. Arrêtez, monsieur Xu. Je n'ai pas encore bougé, monsieur Xu, avec les bonbons. Il les a tous jetés. Merci, merci. Votre robot, il est espiègle et aussi très mignon. En général, on a 6 jeunes participants ici, mais aujourd'hui on n'en a que 5. Et oui, plus une tablette. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Kongya, je suis un créateur de robots. C'est-à-dire que vous avez créé votre propre entreprise de robots.
Oui, c'est ça, c'est notre produit, on va produire des robots. Avec une tablette, vous communiquez par vidéo et vous appelez ça un robot? Vous croyez que je ne connais pas la technologie? Vous pensez que je ne sais rien? Et puis en vous levant ou en vous asseyant, vous devenez un robot? J'ai eu une conférence urgente, je n'ai pas pu vous rejoindre à temps, il y a trop de bouchons à Beijing. Je suis en voiture, j'arrive dans 5 minutes. Je suis déjà à l'entrée, j'arrive. Montrez-vous vite dans 5 minutes. Maintenant, il y a des robots qu'on appelle robots de compagnie quand on a des personnes âgées ou des enfants à surveiller à la maison. Oui, de compagnie ou bien de surveillance. De surveillance. Ou pour transmettre des informations, par exemple. Ils visent les différentes demandes du marché. Oui, le robot est un concept assez vaste. Il n'a pas forcément une apparence humaine, n'est-ce pas? Oui. Mais il peut faire beaucoup de travaux comme un être humain. C'est la caractéristique typique du robot. Aujourd'hui, on va vous écouter en tant qu'expert, nous décrire un monde futur où l'homme et le robot coexisteront. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Chu Daokuei. Le robot est en fait proche de nous, bien que beaucoup d'entre nous l'aient connu à travers le cinéma, la télé, la science-fiction ou encore les romans. Les robots sont en train de changer silencieusement notre monde. Parmi vous ici présents, qui n'a pas de téléphone portable? Allez-y, levez la main. Peut-être il y a une personne. Vous l'avez oublié chez vous, peut-être. Et puis, je crois que presque tout le monde utilise un ordinateur, non? Mais figurez-vous que dans le téléphone portable et l'ordinateur, il existe deux pièces majeures. L'une est la puce et l'autre est l'écran. La fabrication de la puce est très compliquée parce qu'il faut du vide. Vous savez si l'homme peut entrer dans le vide? C'est impossible. Donc tout dépend d'une main mécanique qui opère dans le vide. Un autre exemple. Les voitures que vous conduisez, qui les fabrique selon vous? Les ouvriers? En fait, non, pas du tout. Ce sont des milliers de robots qui les fabriquent. Quand on fait, par exemple, une gastroscopie, ce n'est plus l'équipement traditionnel compliqué et affreux. Maintenant, en avalant un robot capsule, celui-ci peut cheminer en suivant le mouvement naturel des intestins, puis parcourir tout notre tube digestif. Il détecte dans notre tube digestif des choses qui étaient difficiles à détecter par un gastroscope auparavant, et de manière moins douloureuse. Après les cours, vous allez au café. Nous avons fabriqué des robots destinés au restaurant. Un robot, à la place d'un serveur, prend votre commande, vous apporte du café ou du thé. Comme un serveur, il sait marcher et communiquer avec vous. Dans un autre genre, dans les maisons de retraite, l'accompagnement des personnes âgées, l'aide aux handicapés sont pris en charge par différents robots. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'ère du robot est arrivée. Aujourd'hui, on se trouve dans une véritable ère du robot. Un autre jeune nous a rejoints. Bienvenue. La notion de robot contient en fait deux éléments. D'abord, c'est la machine, puis c'est l'homme. Qu'est-ce qu'on a développé pendant les 50 dernières années? La machine. En fait, le robot, jusqu'à nos jours, et surtout le robot industriel, n'a jamais quitté les équipements mécaniques. On a le célèbre paradoxe de Moravec, qui dit que des choses que l'homme trouve difficiles, ayant besoin de réflexion, de calcul par exemple, sont faciles pour un robot. Maintenant, même une tablette ordinaire peut faire mieux que l'homme. Mais jusqu'à présent, et comme l'a dit M. Sa, le robot était moins agile que l'homme. Ce sont les mouvements physiques basiques de l'homme qui sont très difficiles pour le robot. À l'avenir, le développement des robots serait accentué sur le plan de l'homme. Le robot se trouve à un tournant de la machine vers l'homme. Le développement des robots, surtout des robots industriels en Chine, a commencé assez tard. À l'échelle internationale, dans les années 60, il existait déjà des robots industriels sur le marché. Depuis les années 70-80, les robots sont utilisés en grande quantité. En Chine, l'industrie du robot, surtout le robot industriel, a commencé il y a seulement quelques années.
Mais aujourd'hui, la Chine a un avantage, c'est qu'en 2013, elle est devenue brusquement le plus grand marché de robots au monde. Naturellement, depuis 3 ou 4 ans, il est apparu une expansion dans le domaine des robots. Actuellement, le nombre d'entreprises de robotique chinoises dépasse le millier. En 3 ans, après l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque, c'est devenu un nouveau secteur fou. Et c'est aussi le champ de concurrence le plus acharné au niveau mondial. Alors, en écoutant ce que j'ai dit, certains me critiqueront. Si vous utilisez des robots partout, on ne trouvera plus de travail. Je dirais que c'est sûr. On estime qu'à l'avenir, les opérateurs, sans parler du plus bas niveau, mais même des techniciens spécialisés, des ingénieurs, pourront tous être remplacés par des robots. Les présentateurs comme M. Sa, je pense qu'ils seront au chômage d'ici 5 ans. À l'avenir, beaucoup de professionnels, y compris dans les services médicaux, seront remplacés par des robots. Maintenant, en fait, la technologie n'est plus la question principale. Il s'agit plutôt de l'éthique, de la morale. Alors là, on me dira peut-être, vous avez beaucoup parlé, mais quelle est votre raison personnelle pour fabriquer des robots? En fait, j'ai fait le premier master d'études en robotique de Chine. Mon directeur était M. Tiang Xin-song, qui a fondé la robotique chinoise. C'est commun dans le monde entier, tous les garçons ont des rêves de robots, non? Je ne sais pas si vous en avez, si oui, vous pouvez applaudir. Et c'est aussi à partir de là que j'ai étudié la robotique. C'était au début des années 80. Je n'y connaissais rien, il n'y avait pas de robots alors. En fait, tout a commencé dans mon enfance. Comment dire? C'était dans mon imagination, c'était dans mes rêves. Pourquoi les garçons ont un tel rêve? Parce que d'abord, ils sont espiègles. Ils ne veulent pas être contraints. Puis, ils ont un défaut, qui est la paresse. Les études, le travail, il vaut mieux qu'un robot fasse tout ça. Tout ça, c'est tiré d'une imagination très naïve. Mais plus tard, quand je suis entré en master, j'ai connu l'existence de cette discipline, et c'était magique. Mais je ne savais pas ce qu'était un robot. Quand je faisais mes études en Allemagne, je suis allé au siège de Volkswagen, à Wolfsburg, pour une visite. J'ai vu des milliers de robots dans l'usine. Ils n'étaient pas comme ceux que j'imaginais ou ceux des calculs. À l'atelier, il n'y avait quasiment personne, seulement des robots. Ça m'a beaucoup impressionné. Et le plus important, c'est que j'étais plus déterminé encore. Le robot n'était pas une machine fabriquée dans un laboratoire et très loin de notre vie, non. À l'étranger, il était déjà utilisé à grande échelle. Donc en 1994, j'ai abandonné mes études à l'étranger et je suis rentré en Chine. Mon directeur m'a dit « Reviens ». Il a dit que la Chine commencerait aussi à utiliser des robots. Après, de grands événements nous ont aussi beaucoup marqués. En moins de 2 ans, on a réussi à fabriquer un robot mobile. À l'époque, le constructeur automobile Tinbei a introduit une ligne de production de l'étranger. Mais plus tard, à cause de l'embargo des robots vers la Chine, cette ligne était paralysée. Ils ont fait appel à nous. Ils nous ont demandé si on pouvait résoudre ce problème. On a collaboré avec l'usine et on a mis en place notre robot mobile sur la ligne de production automobile 2 ans plus tôt que prévu. Plus tard, la société coréenne Samsung a acheté notre technologie. C'était un plan de conception, un disque vendu 400 000 $. Je me suis dit, oh là là, c'est énorme, non? En plus, c'était dans les années 90. C'était les Chinois. Notre recherche et notre technologie. Et à l'époque, Samsung était déjà très connu. Ils ont acheté une technologie chinoise, ce qui a beaucoup renforcé notre confiance. Et les Chinois pouvaient donc réussir aussi. L'ère du robot est là. Son arrivée indique que des domaines tels que les matériaux, Internet, les données, l'intelligence artificielle, la perception, commence à prospérer. On se trouve dans une ère de grande révolution. Donc, vous avez tous de la chance. Vous vivez dans une grande époque. Vous avez de belles opportunités devant vous. Face à cette opportunité, dans ce grand contexte, comment se développer, s'accomplir, fonder son entreprise, trouver la gloire dans la vie? C'est nous qui maîtrisons tout cela. Merci. Merci à Monsieur Tsu.
Bienvenue dans Magistral. Vous le savez, c'est la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis le présentateur. Je m'appelle Sabening. Bienvenue. À vrai dire, je n'ai écouté que la moitié de votre exposé parce qu'entre-temps, j'ai entendu une nouvelle explosive. Il ne me reste plus que 5 ans. Après cette phrase, ma tête était complètement vide. C'est une prévision plutôt optimiste. Je crois qu'après vous avoir rencontré, pas dans 5 ans, mais demain, je pourrai céder mon poste. Vous êtes plus éloquent que moi. Non, mais je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Vous aurez un nouveau poste. Pour vous, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous l'avez fabriqué pour me remplacer, c'est parfait pour vous. Mais moi, comment faire? Indiquez-moi un chemin. Il y a plein de nouveaux postes. Par exemple, qu'est-ce que je peux encore faire? J'ai 40 ans. Plein de choses. Dans 5 ans, qu'est-ce que je ferai? Indiquez-moi le chemin. D'abord, vous pouvez entraîner les robots, n'est-ce pas? Vous leur apprendrez votre savoir-faire. Ils ont besoin de formation, vous savez. Je les entraîne pour qu'ils me remplacent. Il faut un directeur des formations. Vous serez un directeur parfait, non? Me voilà devenu un glorieux éducateur. J'ai lu les notes que vous avez écrites. Vous avez presque tous posé une question. J'ai bien observé. 80% des questions portent sur la possibilité du duel entre l'homme et la machine. Parmi ces 80%, 50% sont pessimistes pour l'avenir de l'homme. Ils croient à une défaite. Parmi ces 50%, 30% ont décidé, en cas de défaite, d'être l'animal domestique de la machine afin de survivre. C'est la conclusion tirée de mon analyse. L'idée du public est vraiment fantastique. Quelqu'un demande pourquoi, pour l'instant, un robot ne peut pas marcher sur 2 jambes. Actuellement, les robots peuvent marcher de diverses manières. Ils peuvent se déplacer sur roues, à pied, en volant ou même en nageant dans l'eau. Tout est possible. Ils utilisent différentes manières. Mais marcher à pied, du moins pour l'instant, c'est difficile techniquement. Ensuite, en considérant la vitesse et la consommation d'énergie, marcher à pied a peu de sens sur beaucoup de plans. Et puis, un produit qui se déplace à pied demande un coût de production très élevé. Donc, du point de vue technique, les jambes, le déplacement à pied, est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Mais du point de vue de l'application, on doit d'abord penser à la pratique. Oui. Comme la voiture, dites, pourquoi une voiture roule sur 4 roues au lieu de 2 jambes, hein? Ça remuerait trop. C'est clair, non? Chaque type de déplacement a sa caractéristique. Ouais, c'est ça. De même, pour celui-ci, il doit se déplacer de manière stable. Il doit être rapide et économe. Donc, au stade actuel, la plupart des robots avancent sur des roues. Je suis étudiant en conception, fabrication et automatisation de machines et membre d'un projet de recherche sur les bras mécaniques. Je voudrais savoir de quel genre de talent les entreprises de robotique ont besoin. Je dois m'orienter dans quelle direction pour répondre à la demande du marché. Signé Petit Huehue. De nos jours, sans s'appeler Songson ou Huehue, on aurait honte de parler de robotique. C'est qui? Qui est Petit Huehue? Ah, Petit Huehue, vous ressemblez bien à un robot. Vous êtes en quelle année? En L2. Ce garçon a posé une question à laquelle beaucoup d'étudiants s'intéressent. S'il veut entrer dans ce métier? Oui, la robotique est une synthèse de multiples disciplines et techniques. Elle concerne énormément de disciplines. Cela concerne par exemple la conception mécanique, les matériaux, etc. Et puis, que vous étudiez les mathématiques, les algorithmes, la programmation, l'intelligence artificielle ou les données, vous pouvez tous travailler en robotique, vous savez. Je veux savoir sur quels aspects on doit se pencher. Par exemple, c'est la structure ou l'automatisation qui est le plus important? N'importe quelle discipline, si vous la maîtrisez parfaitement, ça suffit à mon avis. J'ai compris. Ça dépend de ce que vous ferez à l'avenir en fait. Dans mon métier, peut-être que plus c'est compliqué, mieux c'est. Je suis comme lui, je gagne ma vie avec ma bouche, n'est-ce pas? Je sais un peu de tout, mais je ne suis spécialiste en rien. Si vous faites de la recherche et du développement, alors vous devez être expert dans une discipline. Mais l'automatisation et la conception mécanique présentent toutes deux de vastes perspectives dans le domaine de la robotique. C'est-à-dire que je peux choisir une matière en fonction de mes intérêts personnels et l'étudier à fond. Oui, c'est très important. J'aime bien votre idée. En fonction de ses intérêts. En fonction de vos intérêts, choisissez votre matière. D'accord. Avant, les étudiants pensaient surtout à leur futur gagne-pain.
Mais je crois que votre génération doit plus penser à ses passions personnelles. Mais s'agissant de l'emploi, la mécanique et l'automatisation sont les deux les plus prometteuses. J'ai compris, seule votre discipline pourra survivre. Toutes les autres ne vont durer que 5 ans. Courage, Song. Ouais, j'ai failli me tromper. Aujourd'hui, Monsieur Chu a voulu m'éliminer combien de fois? Mais ces remarques sont très justes. Je suis comme Monsieur Sa, je sais un peu de tout, mais spécialiste en rien. Ensuite, 6 représentants du public. Vous avez parlé de robots domestiques pour la convalescence ou servir les personnes âgées. Comment ils servent les personnes âgées? Ils leur font des achats et la cuisine ou bien ils travaillent dehors pour gagner de l'argent et ils leur versent ensuite? Pour les personnes âgées, quelles sont les fonctions pratiques actuelles? Les soins des personnes âgées forment aussi un système. Les achats, la cuisine font partie de ce système. Mais pour nous, ces soins, c'est d'abord, quand on est âgé, une aide à la maison. Il existe plusieurs stades. Quand on a encore toutes ses capacités, le 3e âge, après 60 ans... On peut encore se débrouiller seul. Oui, à ce moment-là, on a plutôt des besoins affectifs. Maintenant, la technique peut vous accompagner en effet. Chaque jour, un robot collecte des informations. S'il se passe de grands événements, il en parle avec vous, il chante ou danse pour vous, ce genre de choses. Puis il y a la sécurité du logement, l'eau, l'électricité, le gaz. S'il y a des problèmes, il donne l'alerte. On a aussi introduit la reconnaissance des visages. Si l'on a perdu des capacités physiques, par exemple, mes jambes sont malades, alors on utilise peut-être des prothèses ou d'autres choses pour vous assister. Parfois, on est totalement paralysé et on est obligé de rester au lit. On a développé un équipement regroupant une chaise et un lit. Cela vous permet de vous bouger automatiquement dans le lit. En fait, beaucoup de gens alités en permanence ne meurent pas des maladies, mais plutôt des escarres. D'infection. En revanche, si vous embauchez quelqu'un, pourra-t-il vous faire bouger comme ça tous les jours? C'est une vraie question. Le robot peut vous tourner, peut vous asseoir. Et puis, il collecte vos paramètres physiologiques, votre tension artérielle, votre lipidémie. Vous n'avez qu'à rester allongé pour être surveillé. Le lit est démontable. Il peut se transformer en fauteuil roulant et vous emmener à table pour manger, par exemple. Voilà des choses qu'il fait. Donc les soins domestiques des personnes âgées peuvent prendre en considération les robots. Tout comme pour les handicapés, on peut concevoir un nouveau système selon les capacités de chacun. Je vais imaginer une scène très simple. Par exemple, quand je serai vieux, Sonson me tiendra compagnie. Je dirai « Sonson, viens là !» Voilà, il vient. Je dirais, Sonson, commande un bol de nouilles au restaurant d'en bas, bien cuite. Il envoie la commande et en même temps, il paie en ligne. Après avoir payé les nouilles, ce sera peut-être un autre robot qui me les apportera. Les 2 robots se débrouillent à la porte. Sonson me servira les nouilles, une cuillère, tiens, et je les mangerai. Alors c'est totalement... Maintenant, on peut appliquer toutes ces techniques, Oui. grosso modo. Alors, je ne demande pas à Monsieur Chu, mais à Monsieur Sa. Un jour, quand vous aurez un enfant, serez-vous rassuré de laisser un robot soigner votre enfant? Ou bien de laisser un robot l'accompagner? Je vais d'abord voir ce qui se passera dans 5 ans. Si un robot est assez développé pour pouvoir me remplacer, je crois qu'il pourra le faire. Pas l'accompagner, mais au moins veiller sur lui, veiller sur sa sécurité. Il a posé une autre question essentielle. Un robot, et surtout un robot de service, doit être sûr. C'est la plus grande différence entre un robot industriel et un robot de service. Le robot industriel est séparé de l'homme, alors que le robot de service doit interagir avec l'homme. Ce qui pose une nouvelle question, celle de la sécurité. La sécurité a 2 aspects. D'un côté, c'est la sûreté du robot, ses échanges avec vous, ses interactions avec vous. Est-ce que c'est sécurisé? Là, on peut tout régler, aucun problème. D'un autre côté, on dit que tous les robots doivent savoir étudier, avoir une vitalité. Comment savoir étudier? Comment avoir une vitalité? Il faut être connecté à Internet. Sans cela, ce n'est qu'un équipement inanimé. Mais Internet entraîne une nouvelle question, un autre aspect de la sécurité que l'on appelle cybersécurité. Avant, on entendait parler de ça dans le cadre d'Internet. Par exemple, vos données sont perdues, vos informations privées sont volées, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un réseau virtuel. La cybersécurité porte sur ce que l'on appelle les objets connectés. Dans l'environnement physique, les hackers vont directement... Laissez-moi deviner. Oui, à ce moment-là...
Quelqu'un envahit son système, Tout à fait. il le ravit, il le manipule, Oui. il devient une marionnette. Oui. Donc, le plus grand obstacle pour l'arrivée dans les foyers des robots de service ne réside pas dans la technique, mais dans la cybersécurité. On cherche à résoudre ce problème partout dans le monde. Sans résoudre ce problème, personne n'osera laisser entrer les robots dans les foyers. J'ai acheté à mon chat un distributeur automatique de croquettes contrôlé par téléphone portable. À l'heure fixée, il apporte la nourriture. Mais un jour, je ne sais pas s'il était en panne ou quoi, je pense qu'il était atteint par un virus informatique. Il a donné à manger au chat une 20aine de fois. À mon retour, j'ai trouvé mon chat normal. Il se débattait comme ça, mais dès que la nourriture sortait du distributeur, il voulait encore manger. C'est vraiment affreux. Monsieur Chu, je suis en doctorat au département de biologie de l'Université de Pékin. En général, au laboratoire, je constate que la plupart des expérimentations ont des procédés déterminés qui peuvent parfaitement être exécutés par un robot. En fait, dans beaucoup de laboratoires de biologie structurale, les bras mécaniques font déjà des choses à la place des hommes. Si nous trouvons encore une place dans les laboratoires, c'est parce que nous sommes bon marché. Je voudrais savoir, selon vous, quels sont les désavantages des bras mécaniques ou des robots par rapport à l'humain? Citez-en quelques-uns pour nous donner confiance. Cette doctorante dit que la seule raison pour laquelle les chercheurs existent encore dans les labos, c'est qu'ils sont bon marché, que leur coût est plus bas que les robots. En effet, c'est un domaine d'application important pour les robots, non seulement dans les laboratoires de chimie, mais aussi les laboratoires de biologie, pour des expérimentations comparatives, y compris les tests d'ADN qui se réalisent quasiment tous avec des robots, de manière automatique, parce que leur efficacité et leur précision sont plus élevées que chez l'être humain. Donc je pense que ce genre de travail, ces opérations répétitives et normalisées, seront certainement confiées à un robot. Mais le robot a aussi ses défauts. Vous avez posé la question. En fait, j'en ai parlé aussi. Par rapport à l'être humain, selon le paradoxe de Moravec, contrairement à ce que l'on croit, les choses faciles pour nous sont difficiles pour un robot. Par exemple, un enfant de 3 ans peut jouer avec un Rubik's Cube ou avec n'importe quel objet, un ballon ou autre chose. C'est simple et c'est instinctif pour l'être humain. Il peut distinguer à première vue ce qui est vert ou jaune, n'est-ce pas? Or, ces choses simples pour nous sont très complexes pour un robot. Et cela veut dire quoi? On parle maintenant de l'habileté et de la flexibilité, mais sur ces deux points-là, le robot n'arrive presque à rien. C'est aussi l'un des points clés de nos recherches. Autre chose, l'intelligence robotique. On peut distinguer 3 niveaux d'intelligence. D'abord, l'intelligence de calcul, ensuite l'intelligence perceptive, et enfin l'intelligence cognitive. 3 niveaux. Maintenant, l'intelligence de calcul ne pose quasiment aucun problème, comme dans le jeu d'échecs. L'intelligence perceptive reste encore très faible par rapport à l'homme. Et maintenant, c'est aussi le dernier stade du développement de l'intelligence artificielle. C'est une étape importante. Donc, l'être humain a beaucoup d'avantages, comme nos sentiments, nos jugements sur des choses compliquées ou encore notre créativité. Mais pas le travail régulier, les techniques normalisées, le travail nécessitant de nombreux calculs qui dépendent des données. Beaucoup d'enseignants tiennent aux connaissances qu'ils ont acquises par le passé, au nombre de poèmes retenus. Or, cette compétence sera de moins en moins utile. Parce que notre dernier robot, avec le cloud derrière lui, n'agira plus simplement comme avant, mais sera connecté à travers des ondes cérébrales. Quand je pense à faire quelque chose, le robot repère mes ondes cérébrales et gère les détails. Figurez-vous que quand cette idée aura été mise en application, on n'aura plus besoin d'étudier depuis l'école primaire jusqu'au doctorat. On n'aura pas besoin d'apprendre des connaissances, mais d'apprendre des compétences. Beaucoup de compétences nécessitent des exercices. En écoutant votre discours, j'ai été vraiment prise de panique. Parce qu'en fait, je suis une personne très traditionnelle et parfois j'ai peur des nouvelles technologies. Parfois, dans la vie ou maintenant à l'école, la plupart de mes camarades utilisent un ordinateur portable pour leurs devoirs ou la prise de notes. Mais moi, j'insiste pour écrire à la main, même s'il faudra toujours taper les mots un à un sur l'ordinateur à la fin et puis... Ne soyez pas trop sophistiqués, l'écriture à la main... Et puis j'écris... C'est encore plus sophistiqué. J'écris des lettres à mon ami. Avec un stylo? Oui, on se les envoie par la poste. Parce que je crois que les mots écrits à la main ont de la chaleur. C'est différent des mots tapés sur ordinateur. En fait, la technologie a vraiment de grandes influences sur la vie des hommes. Certaines sont positives, c'est sûr, mais une grande partie est négative. Par exemple, il y a un phénomène lié au téléphone portable qu'on mentionne souvent.
Quand on sort dîner ensemble, tout le monde utilise son téléphone tête baissée et personne ne parle avec les autres. Donc, je me demande si un jour, avec des technologies plus avancées, l'homme dépendra encore plus du robot. Comment on fera avec les sentiments entre êtres humains? Des sociologues s'y opposent en disant que l'on doit arrêter les recherches. Beaucoup disent que le robot sera une catastrophe dans le futur. Son développement... Y compris Stephen Hawking. Oui, Stephen Hawking a exprimé la même idée. Mais je crois que quelle que soit la volonté de l'homme, c'est la tendance de l'époque. Elle ne change pas selon notre volonté. Donc, selon moi, on doit y faire face activement. Et puis, vous avez parlé de l'éthique, de la morale, de la famille, de la parenté, mais vous vous mettez, disons, vous vous mettez dans le passé pour juger notre avenir, ce que doit être notre avenir. Et pourquoi? Tous vos arguments, vos fondements se basent sur le passé. Oui, exactement. Je vous donne l'exemple le plus simple. Maintenant, la plus petite cellule sociale de la société humaine est la famille. Et sur quoi la famille s'est-elle formée? Les liens du sang. Et comment ces liens sont-ils formés? Par la reproduction naturelle humaine. C'est bien la logique, non? Alors, on commence par ce dernier argument. Si la reproduction humaine était rompue, si cela n'existait plus, y aurait-il encore la famille et la parenté par le sang? Y aurait-il encore l'éthique et la morale dont vous parlez? Non, tout disparaîtrait. Or, la reproduction naturelle humaine est en fait le mode de reproduction le plus primitif qui soit. Elle sera certainement révolutionnée par la technologie. Qu'est-ce que je veux dire? On doit se projeter dans l'avenir pour imaginer ce qui se passera dans le futur. Mais Monsieur Chu, vous avez aussi votre famille. Vous devez aussi avoir des disputes familiales à cause de la technologie. Si vous vous trouvez dans un tel embarras, que faites-vous? Non, mais cette question pour nous est aussi très difficile à répondre. Du point de vue technique, des gens comme moi se penchent plutôt sur la technologie. On est passionné, on veut la développer. D'autre part, une autre main nous retient. C'est quoi en fait la tradition? Quel est l'ordre de notre société? C'est quoi la morale? Qu'est-ce que l'éthique? Cette main est comme une épée avec laquelle on va fendre ce qui nous est inconnu. Une autre main, c'est quoi? Une trousse de médecine. On va soigner et guérir toutes sortes de blessures au cours de la progression. Il faut affronter ça parce que la technologie doit se développer, comme la bombe atomique. Peut-on ne pas étudier l'énergie atomique parce que la bombe atomique est dangereuse? C'est impossible, non? Et quand on l'a inventée, on ne peut plus revenir en arrière. Exact, et c'est ça la question. On ne peut pas détruire cette technique, on ne peut pas retourner en arrière. Donc personnellement, je suis plutôt optimiste. Quoi qu'il arrive dans l'avenir, cela aura toujours sa valeur et sa raison d'être. Comme l'humanité de nos jours, les hommes du passé ne nous auraient plus considérés comme des êtres humains. On vole dans le ciel, on roule sur la route, c'était inimaginable pour les gens du passé. L'humanité future, vous ne pouvez pas l'imaginer non plus. La réponse de Monsieur Chu est très claire. Une main tient l'épée pour fendre l'avenir, une autre main tient la trousse de médecine pour guérir. Vous avez dit que les garçons ont tous leur rêve de robot. À mon avis, le rêve de robot de Monsieur Chu est très différent du nôtre. J'ai l'impression que vous héritez d'une mission de votre directeur. Voilà mon impression. En fait, vous avez pris le relais et vous continuez la recherche en robotique. Alors maintenant, vous croyez que vous avez accompli votre mission? Ou bien, quelle est la distance entre vous et le rêve de robot de votre directeur? Merci. Vous connaissez, ou plutôt, vous comprenez parfaitement mon directeur, l'académicien M. Tian Xin-song. On l'appelle le père de l'intelligence artificielle en Chine, ou le père du robot chinois. C'est aussi l'un des fondateurs de la robotique. Alors maintenant, je me sens à peine dans ce rêve. Je reste encore très loin du véritable rêve. Pas encore dans la partie la plus merveilleuse. Oui, c'est ça. Dans beaucoup de matières, on vient d'arriver sur une nouvelle plateforme, une plateforme mondiale, internationale, à un nouveau développement, à un nouveau stade en fait. À l'époque, est-ce que votre directeur vous avait donné des recommandations spéciales sur cette activité en robotique? Pas de recommandations, plutôt des instructions à travers ses propos et l'exemple qu'il donnait.
Parce qu'à l'époque, les étudiants en master n'avaient pas de manuel. On n'en trouvait aucun en Chine. On n'avait que des recueils de conférences à l'étranger auxquels il avait participé. Et puis, chaque fois qu'il allait à l'étranger faire des investigations ou des échanges, il rapportait les dernières nouveautés, les présentait sous forme de diapositives, parce qu'on n'avait pas d'ordinateur à ce moment-là. Donc, de ce point de vue, nous avons appris chez notre directeur plutôt des méthodes pour faire de la recherche, pour surmonter les obstacles et créer des conditions favorables. En fait, le rêve du précurseur s'est déjà cristallisé dans les dossiers de conférences qu'il vous avait rapportés. Sans manuel, il a vraiment cherché par tous les moyens à donner accès à ses élèves aux techniques les plus avancées du monde pour qu'ils ne soient pas à la traîne. Tous ces efforts et ces attentes constituaient déjà une sorte de recommandation dont vous avez parlé. Si le directeur ne pensait pas à confier cette cause à ces jeunes, pourquoi a-t-il fait tant d'efforts dans leur direction? Alors aujourd'hui, d'après vous, vos élèves, par rapport à vous à l'époque, est-ce qu'ils ont aussi la même ambition? Parce qu'aujourd'hui, la société est sans doute différente de celle de ma jeunesse. Maintenant, on a beaucoup plus de choix. Le pluralisme. Plus de tentations. Le pluralisme aussi, voilà. Donc, je n'exige pas que mes élèves continuent d'étudier la robotique. Beaucoup de mes doctorants ont finalement choisi d'autres métiers, mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait un travail brillant dans ce domaine. Avec votre réponse, j'ai compris ce qui est irremplaçable chez l'homme par rapport au robot. C'est justement cette transmission du rêve. Merci. Très bien dit. Très bien dit. Enfin, c'est mon tour. À les entendre, je trouve qu'ils sont tous de bons élèves en doctorat ou en master. En fait, j'ai fondé mon entreprise dès ma sortie de l'université, je suis un maker, et puis comme Monsieur Chu, j'ai un rêve de robot, j'ai lancé mon projet dans la robotique. D'accord. Notre équipe est comme la vôtre en l'an 2000. Votre robot peut bouger? Il peut marcher? Oui, il peut. Viens, chouchou, viens. T'es mignon, toi, hein, viens. Bon, regardez qui est le plus beau. Actuellement, notre équipe est comme la vôtre en l'an 2000. On n'a qu'une trentaine de personnes. On cherche aussi des financements. Maintenant, l'État encourage beaucoup l'innovation et la création d'entreprises. Mais à votre époque, personne ne faisait attention à ça. Pouvez-vous nous donner, à nous, les créateurs d'entreprises, des conseils ou nous faire des suggestions? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'envie beaucoup votre époque parce que les circonstances, les politiques d'État et tout l'environnement du pays sont favorables à l'innovation et à la création d'entreprises. À mon époque, on suivait encore les traditions. Les instituts, les universités et les entreprises se distinguaient nettement. Donc à mon époque, les créateurs d'entreprises étaient rares. Les problèmes auxquels nous devions faire face étaient beaucoup plus nombreux que maintenant. Mais il faut noter que maintenant, la création d'entreprises est sans doute plus facile qu'avant. Mais il faut savoir que cela a été facilité pour tous. C'est plus facile pour vous, pour lui ou pour un autre. L'époque a évolué. Le mode de création d'entreprise doit aussi se différencier d'une autre. Et voilà mon plus grand conseil. À mon époque, on se développait plutôt avec ses propres forces. Et pourquoi? Il n'y avait aucune ressource extérieure, tout dépendait de soi-même, n'est-ce pas? Mais vous êtes dans une époque où il y a des plateformes, il y a plein de ressources extérieures. Donc vos modes de développement et de création ne peuvent absolument pas se réaliser en fermant la porte. Il faut profiter au mieux et au plus vite de ressources extérieures de toutes sortes. Donc ce que je veux dire, c'est que la création d'entreprise est en fait quelque chose de très difficile. Or, le développement continu et l'accroissement d'une entreprise sont encore plus difficiles. De 0 à 1, beaucoup disent que le changement quantitatif conduit au changement qualitatif. Moi, je dirais que non. Créer une entreprise ou fonder une entreprise est très facile, surtout que l'État a lancé bon nombre de politiques incitatives. Fonder une entreprise, c'est facile.
C'est simple de passer de 0 à 1, mais c'est très difficile d'aller de 1 à 100. C'est comme pour l'homme. 9 mois, c'est long, c'est dur, mais au bout de 9 mois, on est né. Or, après un an, pour vivre jusqu'à 100 ans, ou même 90 ans, c'est très dur. Peut-on avoir la gloire, avoir le succès? On doit surmonter toutes sortes d'obstacles. C'est comme une entreprise, il faut passer beaucoup d'épreuves. Je crois que c'est très difficile. Donc, pour fonder votre entreprise, vous devez avoir un cœur bien accroché, ça c'est essentiel. Donc, je voudrais vous dire que selon mon expérience, on ne doit pas se considérer comme trop important. Parfois, on se croit très important. On n'ose pas essayer des choses, risquer des échecs. On a peur d'y faire face. En fait, ce n'est pas si grave que ça. Si l'on échoue, personne ne fait attention. Et si l'on réussit, en fait, personne ne fait attention non plus. En même temps, il faut avoir des principes. Il faut vous en tenir à vos qualités, à votre personnalité, à vos fondamentaux. Comment on se développe, comment on s'accomplit, comment on fonde une entreprise, comment on fonde sa gloire, tout cela, c'est entre nos mains. Les robots à l'avenir présenteront des aspects très variés. De tout genre. Oui, c'est cela. Il peut avoir la forme d'une perche ou d'un homme, ou d'un personnage de dessin animé. Cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que le robot fasse preuve d'intelligence et d'habileté dans l'action. C'est quand il aura réuni ces deux conditions que le robot existera en tant que tel. Sans ces deux caractéristiques, désolé, mais ce ne sera qu'une machine ou un équipement traditionnel. Bonjour, Monsieur Chu Daokui. Je suis un robot. Je suis votre fan. Très heureuse de vous voir. Pouvez-vous me faire un autographe? Signé sur mon visage. Elle veut que vous laissiez votre autographe sur son visage. On peut le faire avec le doigt? Oui, on peut avec le doigt. Allez-y, allez-y. Non, c'est le vôtre qu'elle veut. Si je signe... Waouh! Comment faire? Très bien, merci. Qui peut reconnaître? Elle l'a déjà copié. Oui, ça a déjà été sauvegardé dans le cloud. Aujourd'hui, j'écoutais le discours comme un garçon qui travaille tout en s'amusant parce qu'il s'agit de robots. Bien que ce soit un sujet sérieux, comme vous l'avez dit, chaque garçon a tout d'abord rêvé d'un robot pour s'amuser. Oui. D'un robot qui lui servirait de jouet et qui reflète son imagination pour l'avenir. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé mon état de petit garçon. Et j'ai écouté le discours à moitié comme un travail, à moitié comme un jeu. J'ai vraiment beaucoup appris sérieusement. L'année dernière, alors que je présentais une autre émission, j'ai rencontré un père venant de la campagne, n'ayant fait que l'école primaire. Sa fille avait vu un chien mécanique dans un magasin, mais il n'avait pas d'argent pour l'acheter. Alors, retour à la maison, sa fille était très déçue. Son père alors commença à réfléchir, avec ses connaissances limitées, et à expérimenter avec des pièces de machines inutilisées chez lui. J'ai regardé cette émission. Vous le connaissez? Oui, je l'ai regardé. C'est un paysan du Hunan. Oui. Il a fabriqué un robot pour sa fille. Oui. Et ce robot fonctionne avec du diesel. Oui. En tirant une corde, et comme ce robot est fabriqué à partir de matériaux abandonnés, il est comme le petit démon dans le pèlerinage vers l'ouest. Très très moche. Mais une fois la corde tirée, le petit robot avance comme ça. Tic, tic. Devant cette scène, tout le monde a pleuré. C'est le meilleur cadeau qu'un père puisse donner à sa fille. C'était pendant mes heures de repos, au garage de réparation de moto. Je l'ai fait avec des matériaux de récupération. Ce sont des pièces de moto. Il tremble. Je me dis que ces robots peuvent aussi être considérés comme des cadeaux que leurs créateurs veulent offrir aux autres avec leurs meilleurs vœux. Donc, que vous soyez optimiste ou pessimiste, tant que vous gardez cet amour dans votre travail, le résultat ne sera pas mauvais. Remerciements, encore une fois, pour Monsieur Chu Daokui, pour avoir partagé avec nous beaucoup d'informations utiles. Gardez en mémoire cette phrase, l'avenir est entre nos mains. Merci à Chu Daokui pour cette émission, merci. Merci à tous.